Il y a les règles que l'on vous enseigne. Et puis il y a les règles silencieuses, non écrites, mais que l'on ressent dès que l'on entre dans une pièce. Celles qui façonnent la perception que les autres ont de vous avant même que vous n'ayez prononcé un mot. La plupart des gens l'ignorent, mais chaque fois que vous parlez en public, chaque geste, chaque réaction révèle quelque chose. Soit vous maîtrisez l'espace, soit vous le cédez peu à peu. Et la dure vérité, ce n'est pas ce que vous montrez qui vous définit, mais ce que vous choisissez de ne pas montrer. Les stoïciens l'avaient profondément compris. Ils s'entraînaient à rester immobiles dans le chaos, silencieux dans le bruit, impénétrables dans le conflit. Non pas pour cacher une faiblesse, mais pour incarner une force qui n'a pas besoin d'approbation. Dans un monde où chacun s'expose, surréagit et parle à l'excès, le véritable pouvoir réside dans la retenue, dans la conscience que c'est la maîtrise de soi, et non le volume, qui crée la présence. Aujourd'hui, nous allons explorer les 9 choses à ne jamais faire en public si vous voulez protéger votre énergie, préserver votre prestance et avancer dans la vie avec une confiance tranquille. Si vous vous êtes déjà retrouvé à penser après une situation « j'en ai trop dit » ou « pourquoi ai-je laissé cela m'atteindre ?» alors ceci est pour vous. Et si vous êtes sur un chemin de croissance, non pas de bruit ou d'ego, mais de véritable maîtrise de soi, alors songez à vous abonner pour votre propre bien. Car chaque pas que vous faites pour renforcer votre esprit et affûter votre présence vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Commençons. 1. Ne vous plaignez pas à voix haute. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui semblent les plus calmes en public sont souvent celles qui commandent le plus de respect? Ce n'est pas seulement parce qu'elles sont bien habillées ou qu'elles parlent avec assurance. C'est plus profond. C'est quelque chose dans leur énergie. Tranquille, posée, imperturbable, quelle que soit la tempête qui gronde autour d'elles, elles ne s'épanchent pas. Elles n'étalent pas leur fardeau. Et l'une des choses les plus importantes qu'elles ne font pas, c'est se plaindre à voix haute. Cela peut paraître un peu dur au premier abord. Après tout, nous sommes humains. Nous sommes tous frustrés, fatigués, dépassés. Et bien sûr, se défouler peut sembler libérateur, une façon d'être authentique. Mais en public, cette libération vous coûte plus que vous ne l'imaginez. Elle dit au monde « Je suis dépassé et je veux que vous portiez ce poids avec moi ». Même si vous ne prononcez pas ces mots, c'est le message sous-jacent à chaque plainte. Et les gens le perçoivent. Même s'ils sourient, même s'ils hochent la tête, quelque chose change. Vous n'êtes plus la personne ancrée. Vous devenez celle dont l'énergie se dissipe. Les stoïciens avaient un mot pour ce genre de comportement, le pathos ou l'émotion destructrice. Ils ne disaient pas qu'il ne fallait rien ressentir. Ils disaient que les émotions, surtout les plus douloureuses, devaient être traitées intérieurement et non pulvérisées dans chaque pièce où nous entrons. Marc Aurèle a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Voilà ce qu'est la retenue en public. Non pas refouler, mais maîtriser suffisamment son monde intérieur pour ne plus avoir besoin de mettre en scène sa douleur pour les autres. Car voici la vérité. Se plaindre peut vous attirer la sympathie, mais jamais le respect. Et si vous essayez de vivre avec intention, de construire une réputation qui dure plus longtemps qu'un instant de frustration, ce respect vaut la peine d'être protégé. Il y a aussi une dimension plus profonde. Lorsque vous vous plaignez publiquement, vous vous habituez à chercher le soulagement à l'extérieur. Vous apprenez à votre esprit que l'inconfort doit être vu pour être réel. Mais la vraie force, celle qui bâtit la résilience, vient de la capacité à vivre cet inconfort en silence,
à le comprendre, voire à l'honorer sans avoir besoin de l'afficher. Carl Jung a dit un jour, « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Se plaindre, c'est souvent cela, une fuite, une distraction de la conversation plus profonde qui se déroule en nous. Et lorsque nous exprimons nos frustrations trop facilement, nous nous privons de la chance d'écouter ce qu'elles essaient vraiment de nous enseigner. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais parler de ces difficultés. Mais il y a une différence entre une vulnérabilité partagée avec intention et une plainte réactive et négligente. Lorsque vous êtes assis avec une personne de confiance dans un espace de réflexion ou de guérison, c'est différent. C'est sacré. Mais en public, entouré de personnes qui ne sont pas investies dans votre croissance, à quoi sert vraiment de se défouler? Qui cela sert-il? La plupart du temps, cela ne fait que créer du bruit. Cela dilue votre présence. Cela vous fait oublier qui vous êtes. Se plaindre en public vous diminue aux yeux des autres, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez cédé votre sang-froid. Et le sang-froid, dans un monde accro à la réaction, est une chose rare. C'est magnétique. Pensez aux personnes que vous admirez, celles qui semblent avancer dans la vie avec une autorité tranquille. Elles ne sont pas parfaites. Elles ne sont pas sans émotion. Mais elles possèdent une sorte de présence qui n'est pas facilement ébranlée. Ce n'est pas un trait de caractère. C'est de la discipline. C'est de la conscience de soi. C'est ce que le stoïcisme enseigne. Contrôler le soi, pas le monde. Choisir sa réponse, surtout quand les choses ne vont pas comme on le souhaite. Car se plaindre est une réponse, et c'est souvent la plus facile. Ce qui demande un effort, c'est de faire une pause, de respirer, de se dire « C'est difficile, mais je le porterai sans m'effondrer devant les autres. » Voilà qui est puissant. Nietzsche a dit un jour « Celui qui a un pourquoi qui le fait vivre peut supporter presque n'importe quel comment. » Se plaindre, en revanche, signale que vous avez oublié votre pourquoi, que vous êtes aspiré par la réaction superficielle, au lieu d'être enraciné dans votre but. Et quand on perd de vue son pourquoi, il est facile de glisser dans la victimisation, de commencer à raconter sa vie depuis un lieu de manque. Les plaintes publiques alimentent cette boucle. Elles convainquent votre cerveau que vous êtes toujours attaqué, toujours bloqué. Et cet état d'esprit ne façonne pas seulement la façon dont les autres vous voient, il façonne la façon dont vous vous voyez vous-même. Alors, que faire à la place? Vous endurez en privé. Vous laissez votre silence prendre du poids. Vous entrez dans une pièce avec un calme si stable que les gens le ressentent avant même que vous ne parliez. Quand le chaos frappe, vous ne bronchez pas. Vous ne le racontez pas à voix haute. Vous le contenez. Vous le transmutez. Et finalement, les gens commencent à se demander « Comment font-ils pour rester si stables? Que savent-ils que j'ignore? » C'est là que réside le mystère, le pouvoir. Et vous le gagnez non pas en étant plus bruyant, mais en étant plus calme. 2. N'exposez pas vos insécurités. Vous êtes-vous déjà surpris à dire quelque chose comme « Je vais probablement tout rater » ou « Désolé, je ne suis pas le meilleur pour ça » juste avant de faire quelque chose devant les autres? Cela semble anodin, voire inoffensif, comme si vous étiez simplement honnête ou que vous essayez de gérer les attentes. Mais ce qui se passe réellement à ce moment-là est bien plus profond. Sans vous en rendre compte, vous façonnez la perception que les autres ont de vous, et pire, celle que vous avez de vous-même. Chaque fois que nous exprimons nos insécurités à voix haute en public, nous ne faisons pas qu'exprimer un doute. Nous construisons, brique par brique, un récit qui dit
Je n'ai pas confiance en moi, et peut-être que vous ne devriez pas non plus. Et plus nous le faisons, plus nous commençons à croire que ce récit est la vérité. Il y a une citation d'Épictète qui dit « Si quelqu'un te rapporte qu'une certaine personne dit du mal de toi, ne te justifie pas sur ce qui est dit, mais réponds « Il ignorait mes autres défauts, sinon il n'aurait pas mentionné que ceux-là. » C'est le genre d'humour pince sans rire pour lequel les stoïciens étaient inconnus, mais cela en dit long. L'idée est la suivante. Ne vous précipitez pas pour vous défendre ou vous rabaisser. Tenez bon, car lorsque vous déclarez vos défauts, avant même que quiconque ne les remarque, vous vous privez du pouvoir de la présence. Ce genre de présence qui dit « Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de votre permission pour être ici. » La vérité, c'est que tout le monde a des insécurités. Tout le monde. Même les personnes qui semblent parfaitement sûres d'elles ont des doutes qui tourbillonnent sous la surface. La différence, c'est que certains les portent en silence, tandis que d'autres les distribuent comme des prospectus dans la rue. Mais voilà le problème. Lorsque vous exprimez votre insécurité à voix haute, surtout en public, vous lui donnez vie. Vous invitez les gens à vous juger à l'aune de ce simple moment de doute. Et tous ceux qui observent ne sont pas bienveillants. Certains se souviendront de vos mots et les utiliseront comme le prisme à travers lequel ils verront tout ce que vous ferez par la suite. Non pas par cruauté, mais parce que les gens sont naturellement influencés par ce que vous leur dites de vous-même. Carl Jung a dit un jour, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Lorsque vous exprimez vos insécurités sans réfléchir, vous laissez vos peurs inconscientes mener la danse. Vous réagissez, vous ne réfléchissez pas. Et ce faisant, vous abandonnez votre cap à une émotion passagère. Le stoïcisme enseigne le contraire. Il nous apprend à observer nos émotions sans être contrôlés par elles, à choisir nos réponses avec intention. Ainsi, si l'insécurité surgit, et elle le fera, la question devient l'affichez-vous ou la contenez-vous assez longtemps pour en tirer une leçon? Soyons clairs, il ne s'agit pas de prétendre être parfait, il ne s'agit pas de simuler la confiance ou de porter un masque. Il s'agit d'occuper votre espace, même lorsque vous n'avez pas toutes les réponses. Il s'agit de parler et d'agir depuis un lieu de force tranquille plutôt que de doute visible. Il y a quelque chose de puissant chez quelqu'un qui ne cille pas face à l'incertitude. Quelqu'un qui peut dire « Trouvons une solution » au lieu de « Je ne serai probablement pas capable de le faire ». Ce type d'état d'esprit ne change pas seulement la façon dont les gens vous voient. Il change votre façon de traverser le monde. Il y a une confiance tranquille dans la retenue, une sorte de dignité qui se manifeste lorsque vous gardez vos inquiétudes pour vous au lieu de les répandre partout. Et cette retenue n'est pas de la répression, c'est de la souveraineté. C'est vous qui choisissez de ne pas livrer votre état émotionnel à des étrangers. En public, surtout, vos mots ont du poids. Alors protégez-les. Protégez votre énergie. Tout ce que vous ressentez n'a pas besoin d'être dit. Toutes les peurs n'ont pas besoin d'être partagées. Et oui, il y aura des moments où vous serez tenté de laisser échapper une insécurité, peut-être sous forme de blague, de fausse modestie, ou comme un bouclier. Mais faites une pause. Respirez. Demandez-vous, que veux-je construire maintenant? Un lien ou de la crédibilité? Parfois, nous pensons que l'autodérision nous rendra plus sympathiques, mais le plus souvent, elle nous rend plus oubliables. Les gens ne se souviennent pas de ce que vous avez fait. Ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Et si vous entrez dans une pièce en vous excusant déjà d'être qui vous êtes, vous ne leur donnez pas la chance de se sentir inspirés par votre présence. Il y a une vraie force à se présenter avec l'état d'esprit suivant. J'apprends encore, mais j'ai ma place ici. C'est pas, ce n'est pas de l'arrogance.
c'est du respect de soi. C'est une prise de possession. Et lorsque vous vous comportez ainsi, les gens réagissent, non pas parce que vous les avez convaincus, mais parce que vous leur avez facilité la tâche de croire en vous. Lorsque vous gardez vos insécurités pour vous et que vous marchez en public avec assurance, vous devenez quelqu'un sur qui les autres peuvent s'ancrer, pas quelqu'un qu'ils doivent réparer ou rassurer. C'est cela, le leadership. C'est la clarté. C'est la voie stoïcienne. 3. N'annoncez pas vos projets. Avez-vous déjà ressenti cette montée d'excitation après avoir eu une nouvelle idée, un objectif ou un projet? Et la première chose que vous voulez faire est d'en parler à quelqu'un. C'est une sensation agréable, n'est-ce pas? Vous imaginez leur réaction, leurs encouragements, peut-être même leur admiration. Vous n'avez même pas encore commencé le voyage, mais le simple fait de le dire à voix haute donne l'impression d'avoir progressé. C'est là que la plupart des gens se retrouvent coincés. Nous confondons le fait de parler du rêve avec le travail à accomplir. Nous confondons être vu et être en mouvement. Mais voici la vérité. Parler de vos projets aux gens ne vous fait pas avancer. Cela vous rend simplement vulnérable au doute, à la distraction et à une pression inutile. En fait, cela donne aux autres une vue claire de ce que vous construisez, et tous ceux qui regardent ne veulent pas vous voir réussir. D'un point de vue stoïcien, c'est exactement le genre d'impulsion émotionnelle que vous devez maîtriser. Épictète nous rappelait: si tu veux progresser, accepte de passer pour un sot et un stupide. En d'autres termes, pendant que vous construisez quelque chose de réel, les autres peuvent ne pas comprendre, ni même le remarquer. Et ce n'est pas seulement acceptable, c'est nécessaire. Les stoïciens croyaient profondément en l'action plutôt qu'en l'apparence. Les applaudissements ne les intéressaient pas. Ce qui les préoccupait, c'était l'intégrité, le fait de faire le travail discrètement et minutieusement. Que quelqu'un regarde ou non. Ce genre d'engagement intérieur n'a pas besoin de scène. Il a juste besoin d'une direction. Il y a aussi un aspect psychologique à cela. Carl Jung a dit: « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Aussi, lorsque nous parlons constamment de nos objectifs aux autres, nous finissons par externaliser notre motivation. Nous rendons notre vision dépendante de leur réaction plutôt que de notre propre clarté. Et quand les applaudissements ne viennent pas, ou pire, quand nous faisons face au scepticisme ou à un doute subtil, cela sème des graines dans notre esprit. Soudain, nous remettons en question nos capacités, notre timing, notre valeur, non pas parce que notre projet est mauvais, mais parce que nous l'avons présenté au mauvais public, trop tôt. Il ne s'agit pas de se cacher. Il s'agit de protéger ce qui est encore en croissance. Considérez vos objectifs comme des graines. Vous ne les déterrez pas pour les montrer aux gens tous les jours afin de prouver qu'elles sont réelles. Vous les plantez, vous les arrosez, vous laissez les racines faire leur travail sous terre, discrètement. Et le moment venu, les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est ce qui construit la crédibilité. Non pas les déclarations, non pas les promesses, mais un progrès constant et silencieux. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce que vous construisez quand les gens peuvent le voir. Et n'oublions pas, une fois que vos projets sont révélés, ils deviennent des cibles. Tout le monde autour de vous ne se réjouit pas de votre évolution. Certains nourrissent une jalousie silencieuse. Certains, la peur. D'autres sont si attachés à leur propre stagnation que votre mouvement les menace. Annoncer votre prochaine grande étape leur donne le temps de préparer une résistance, que ce soit par la critique, la compétition ou un sabotage discret. Pourquoi leur donner le plan? Laissez-les le découvrir quand il sera trop tard pour interférer. Sénèque a écrit un jour: « Les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous
et à notre portée. Un homme sage se contente de son sort, quel qu'il soit, sans désirer ce qu'il n'a pas. C'est l'esprit qui anime le progrès silencieux. Ne pas avoir besoin de validation, ne pas convoiter la permission, juste suivre son chemin avec concentration, construisant brique par brique pendant que le monde vous ignore. Et quand ils lèveront enfin les yeux, ils n'entendront pas seulement parler de votre vision. Ils se tiendront à l'intérieur. Il y a quelque chose de magnétique chez les gens qui agissent en silence. Ils ne survendent pas. Ils ne se donnent pas en spectacle. Ils ne lancent pas d'indices pour impressionner les autres. Ils travaillent, tout simplement. Ils construisent. Et finalement, le moment venu, ils arrivent avec quelque chose d'indéniable. On le sent dans leur façon de se tenir. Calme, concentré, imperturbable. Ce genre d'énergie ne demande pas l'attention. Elle la commande, non pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle démontre. Dans une culture obsédée par les mises à jour de statut et les annonces de vie, le silence devient un pouvoir. Non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous vous contenez. Vous vous ancrez. Vous laissez vos actions développer de la profondeur avant de les exposer. Et ironiquement, c'est cette discipline tranquille qui fait que les gens vous prennent au sérieux. Ils ne voient pas une performance. Ils voient de la patience. Et la patience, surtout dans le monde rapide et avide d'attention d'aujourd'hui, est rare. Elle est respectée. 4. Ne prenez pas parti dans les drames futiles. Il est facile de se laisser entraîner dans le chaos des autres. Quelqu'un lance une pique verbale, un autre réplique, et soudain l'énergie de la pièce change. Vous sentez la tension monter, et avant même de vous en rendre compte, quelqu'un vous regarde. Ils veulent votre soutien, votre validation, votre allégeance. Et à ce moment-là, la pression s'installe. Dois-je les soutenir? Dois-je m'exprimer? Dois-je prendre position? Mais voici ce que la plupart des gens manquent. S'impliquer dans un drame futile peut sembler être un acte de loyauté, mais c'est souvent un simple pari émotionnel. Vous pourriez gagner l'approbation d'une personne, certes, mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les dommages silencieux qui se produisent en arrière-plan. D'autres observent, jugent, recalculent la façon dont ils vous perçoivent. Et beaucoup d'entre eux s'éloigneront discrètement sans jamais dire un mot. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'est pas de notre ressort de réagir à chaque perturbation autour de nous. Marc Aurèle disait « Vous avez toujours la possibilité de ne pas avoir d'opinion. » Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez de rien. Cela signifie que vous accordez plus de valeur à votre paix intérieure qu'à la nécessité de prouver quelque chose. Vous comprenez que l'énergie est limitée et la consacrer à des disputes qui ne servent pas votre objectif, c'est comme verser de l'eau dans un tamis. Le stoïcien ne fuit pas le conflit, mais il le choisit avec sagesse. Tous les désaccords ne méritent pas que votre nom y soit associé. Tous les affrontements n'ont pas besoin que vous y plantiez votre drapeau. Lorsque vous vous lancez dans des querelles mesquines, vous ne faites pas que parler, vous envoyez un signal. Vous montrez aux gens ce qui vous déstabilise, ce qui vous émeut et, plus dangereusement, ce qui divise votre loyauté. Et si vous le faites en public, les effets durent encore plus longtemps. C'est comme écrire votre réaction émotionnelle sur un mur pour que chacun l'interprète. Carl Jung a dit un jour « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » En d'autres termes, lorsque quelque chose nous déclenche profondément, il est bon de se demander « Est-ce vraiment à propos d'eux ou de quelque chose de non résolu en moi? » Parfois, le combat que nous voulons mener n'a rien à voir avec les principes et tout à voir avec une émotion non examinée. Il y a de la force dans l'immobilité, dans l'observation, pas dans la réaction. Quand quelqu'un est pris dans une spirale de frustration ou d'offense,
Vous n'avez pas besoin d'égaler son intensité pour montrer que vous vous souciez de lui. Vous pouvez rester calme et être tout de même loyal. Vous pouvez choisir d'observer et être tout de même présent. La clé est de connaître votre rôle. Imaginez que vous êtes dans une arène. Des coups sont échangés sur le ring. Vous n'êtes pas l'arbitre. Vous n'êtes pas l'adversaire. Vous êtes dans les gradins, buvant de l'eau, mémorisant chaque mouvement parce que vous comprenez quelque chose de puissant. L'information est un levier et le contrôle émotionnel est une arme. Sénéca écrit: « C'est une grande chose que de connaître le temps de la parole et le temps du silence. » Mata pam son ai. Lorsque vous tenez votre langue pendant que tout le monde crie, vous vous démarquez. Non pas parce que vous êtes passif, mais parce que vous êtes posé. Les gens commencent à remarquer que vous ne vous laissez pas entraîner dans le bruit. Ils commencent à faire confiance à votre jugement et, plus important encore, ils commencent à réfléchir à 2 fois avant d'essayer de manipuler votre attention, car vous n'êtes pas prévisible, vous n'êtes pas réactif, vous êtes délibéré. Cela ne signifie pas que vous ne prendrez jamais parti, mais vous attendez que cela compte, que votre implication apporte de la clarté, pas du désordre, que votre voix crée une résolution, pas plus de division. Lorsque vous parlez après avoir observé, vos mots ont du poids. Ils ne sont pas alimentés par l'émotion. Ils sont façonnés par la compréhension. C'est la voie stoïcienne. Vous n'êtes pas au-dessus des gens. Vous n'êtes simplement pas au cœur de chaque tempête qui passe. Vous avez appris à les laisser passer, à regarder les nuages sans courir sous la pluie, juste pour prouver que vous avez un parapluie. Et voilà le hic. Certaines personnes n'apprécieront pas votre neutralité. Ils prendront votre immobilité pour de la faiblesse. Ils diront que vous fuyez, que vous êtes indifférent. Mais la vérité, c'est que vous faites un choix. Le choix de la paix sur la performance, de la profondeur sur la distraction. Et ce choix crée un espace pour la clairvoyance, pour le calme, pour le pouvoir. Car lorsque la poussière retombera, les gens se souviendront de ceux qui sont restés ancrés, de ceux qui n'ont pas sauté dans la boue juste pour se sentir impliqués. Quand quelqu'un apporte le drame à votre porte, vous n'êtes pas obligé de l'inviter à entrer. Vous n'avez pas à égaler son volume sonore ou à choisir un camp juste pour vous sentir utile. Vous pouvez écouter, vous pouvez évaluer et vous pouvez garder le silence. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne pas répondre. Et voici la partie la plus inattendue. Avec le temps, votre refus de participer au drame futile ne vous rend pas insignifiant. Il vous rend digne de confiance. Les gens commencent à vous voir comme celui qui ne bronche pas, qui ne plie pas, qui ne perd pas son temps dans des batailles sans enjeu. Vous devenez une force tranquille. Et dans un monde où la plupart des gens sont ballottés par leurs émotions, cette stabilité devient magnétique. Elle n'est pas seulement admirée, elle est respectée. 5e, ne courez pas après l'attention. Il y a une puissance silencieuse chez la personne qui n'a pas besoin que toute la pièce la remarque. Vous les avez déjà vus. Ils entrent dans un espace, parlent très peu, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde ressent leur présence. Ils ne cherchent pas les regards. Ils ne parlent pas plus fort que les autres, et ils n'essaient certainement pas de dominer l'instant. Ils sont simplement là, ancrés. Tandis que les autres s'agitent, ils restent immobiles. Et, étrangement, cette immobilité attire les gens. Car le fait de ne pas avoir besoin d'attention finit, d'une certaine manière, par la commander. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la gravité naturelle de la maîtrise de soi. La vérité, c'est que plus vous essayez d'être vu, plus vous devenez invisible. Les gens sentent quand vous forcez les choses. Ils peuvent rire, ils peuvent sourire, mais au fond, quelque chose sonne faux parce que l'énergie est décalée. Cela ressemble à une performance, pas à une présence.
Les stoïciens croyaient que la dignité se trouvait dans le contrôle de soi, pas dans le spectacle. Épictète disait « Si tu cherches la vérité, tu ne chercheras pas la victoire par des moyens malhonnêtes. » Et l'attention, si elle est recherchée à tout prix, devient souvent cela, malhonnête. Non pas parce que vous mentez, mais parce que vous ne partez pas de votre centre. Vous vous pliez à ce que vous pensez qui sera aimé, applaudi ou accepté. Et ce n'est pas du pouvoir. C'est de la dépendance. Quand votre estime de soi est liée au bruit que vous pouvez faire, vous devenez fragile. Car dès que les gens arrêtent d'applaudir, vous ne savez plus qui vous êtes. Il y a quelque chose de psychologiquement épuisant à constamment essayer d'impressionner. Cela vous use, même quand ça marche. Carl Jung a un jour noté « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. » Mais vous ne pouvez pas devenir cette personne si vous êtes constamment en représentation pour obtenir l'approbation. Plus vous vous contorsionnez pour attirer l'attention, plus vous vous éloignez de l'authenticité. Et quand vous perdez le contact avec l'authenticité, les autres ne sont pas les seuls à le sentir. Vous le sentez aussi. Vous quittez une réunion en vous sentant vide, comme si vous aviez tout donné, sans jamais avoir été vraiment vu. C'est la malédiction de la quête de validation. Elle vous en donne juste assez pour vous garder accroché, mais jamais assez pour vous sentir complet. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous devez vous faire tout petit ou vous taire. Il ne s'agit pas d'être passif, il s'agit d'être intentionnel. Il y a une énorme différence entre s'exprimer naturellement et essayer de monopoliser les projecteurs. La personne qui parle quand elle a quelque chose à dire et non quelque chose à prouver a un poids différent. Ses mots restent. Sa présence persiste, car elle n'essaie pas de gagner l'instant. Elle est simplement elle-même. Et ce genre de cohérence bâtit le respect, peut-être pas immédiatement, mais sûrement. Avec le temps, les gens se tournent vers vous, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous l'avez mérité. Sénèque a dit un jour « Fréquente les gens qui sont susceptibles de t'améliorer. » Le sous-texte est clair. Choisissez judicieusement votre entourage. Si les gens autour de vous récompensent le bruit plutôt que la profondeur, vous finirez par jouer un rôle juste pour suivre. Mais si vous vous entourez de personnes qui valorisent le calme, la vérité et la substance, vous ne ressentirez aucune pression pour rivaliser pour l'attention. Vous parlerez quand c'est important. Vous écouterez davantage. Et, ironiquement, vous serez davantage remarqué parce que vous serez rare. Dans une culture qui récompense le volume et la vitesse, la lenteur et l'immobilité sont devenus magnétiques. Quand tout le monde s'efforce d'être le plus bruyant, le plus impressionnant, le plus mémorable, votre travail est de devenir le plus authentique. Soyez celui qui n'a pas besoin d'une validation constante, celui qui sait qu'il a de la valeur, que quelqu'un applaudisse ou non. Et ce n'est pas toujours facile. Nous sommes programmés pour chercher l'approbation. C'est agréable d'être aimé, d'être reconnu. Mais le travail plus profond est d'apprendre à être respecté, et cela commence par ne pas suivre la foule, mais par tenir son centre. Les stoïciens n'étaient pas ostentatoires. Ils n'entraînent pas dans les forums en essayant de voler l'attention. Ils y entraient avec un but, avec calme, et avec une force intérieure qui n'avait pas besoin d'être criée pour être ressentie. C'est à cela que ressemble aussi la force moderne. Vous n'avez pas besoin d'être le plus bruyant. Vous devez être celui vers qui les gens se tournent quand la pièce devient bruyante. Vous devez être l'encre quand les autres dérivent. Et les encres ne bougent pas vite, elles ne crient pas, elles tiennent bon. Lorsque vous cessez de courir après l'attention, quelque chose change. Votre énergie devient plus légère. Vos relations deviennent plus claires. Vous arrêtez de vous demander ce que les autres pensent et commencez à remarquer ce que vous ressentez. Cet espace crée la paix.
et de cette paix naît la présence, la vraie présence, celle dont les gens se souviennent, non pas parce que vous l'avez exigée, mais parce que vous l'avez incarnée. Et quand la tension vient, elle est différente. Vous ne l'avez pas mendiée. Vous ne vous êtes pas tordu pour la mériter. Elle vous a trouvé parce que vous valiez la peine d'être remarqué depuis le début. Sixièmement, ne craquez pas sous la pression. La pression ne s'annonce pas avec des sirènes. Elle se manifeste dans les moments du quotidien. Quand quelqu'un vous interrompt au milieu d'une phrase, quand votre idée est rejetée en réunion, quand un inconnu vous coupe la route, ou quand quelqu'un remet en question votre caractère devant les autres. Et dans ces moments, quelque chose bascule à l'intérieur. Votre cœur bat plus vite. Votre souffle se raccourcit. Et avant que vous ne puissiez réfléchir, votre corps commence à vous trahir. Un tressaillement, un soupir, une légère tension dans votre voix. Le changement peut être minime, mais il est puissant. Car ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la pression n'a pas besoin de vous briser pour vous révéler. Il lui suffit de vous exposer. Et la plupart d'entre nous, sans le savoir, se trahissent par les plus petites fuites. Les stoïciens enseignaient que le contrôle commence là où l'émotion s'arrête. Marc Aurèle a écrit « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur elle. Et ceci, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Ce qu'il voulait dire est simple. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui crée la pression, c'est la façon dont vous l'interprétez. Et dans les moments de tension, soit nous devenons le calme dans la tempête, soit nous devenons une partie de la tempête. Mais rester calme ne signifie pas supprimer vos émotions. Cela signifie les maîtriser. Vous ne laissez pas votre visage se contracter, votre voix trembler ou votre posture s'affaisser simplement parce que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Il ne s'agit pas d'être robotique. Il s'agit d'être ancré. Carl Jung a dit un jour « Même une vie heureuse ne peut être sans une part d'ombre, et le mot « heureux » perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. » Il en va de même pour la pression. On ne devient pas fort en l'évitant. On devient fort en la traversant, sans se perdre en chemin. Et la manière de le faire est de maîtriser son énergie, son expression et sa réponse. Le monde observe non seulement ce que vous dites, mais aussi ce que vous révélez en silence. Une expression tendue peut en dire plus qu'une phrase complète. Un changement de langage corporel peut parler plus fort que votre défense. Les gens ne jugent pas toujours votre logique. Ils jugent votre sang-froid. Il est tentant de répondre rapidement lorsqu'on est défié, d'expliquer, de justifier, de s'aligner sur l'énergie de l'autre personne. Mais au moment où vous vous alignez sur leur panique, vous cédez le contrôle. Vous confirmez la pression. Vous les laissez diriger votre comportement. Les stoïciens croyaient que la force se manifeste le mieux dans la retenue, non pas en étant passif, mais en choisissant de répondre et non de réagir. Vous voyez, les gens n'entendent pas seulement ce que vous dites, ils ressentent votre vibration. Si votre énergie change chaque fois que quelqu'un vous défie, alors les gens ne suivront pas vos mots. Ils suivront vos tressaillements. C'est pourquoi la personne qui reste calme sous le stress devient magnétique. Non pas parce qu'elle domine la pièce par son volume, mais parce que son immobilité devient un miroir. Les autres commencent à voir leur propre chaos émotionnel se refléter, et soudain, la personne calme détient le pouvoir. Non par la force, mais par la présence. Il est difficile de déstabiliser quelqu'un qui ne répond pas à la provocation. Et une fois que les gens réalisent qu'ils ne peuvent pas vous ébranler, ils commencent à s'ajuster autour de vous. Mais cela demande de la pratique. Ce n'est pas une performance que l'on met en scène quand les choses tournent mal. C'est une discipline que l'on construit avant que la pression n'apparaisse. Cela commence par la respiration, la posture, en apprenant à faire une pause.
non pas pour gagner du temps, mais pour choisir son prochain mouvement avec clarté. Quand quelqu'un vous défie, au lieu de vous crisper ou de riposter, respirez plus lentement. Laissez le moment vous traverser au lieu de vous y agripper. Vous n'ignorez pas ce qui se passe. Vous refusez simplement d'être gouverné par cela. Septièmement, ne vous justifiez pas à l'excès. C'est un sentiment familier. Quelqu'un remet en question votre décision, votre comportement, votre ton, et avant que vous ne puissiez vous arrêter, vous êtes déjà à mi-chemin d'une explication. Vous commencez à détailler, à justifier, à clarifier, en espérant que si seulement vous le dites de la bonne manière, ils comprendront. Ils verront votre intention. Ils seront d'accord. Mais voici le problème. Plus vous expliquez, plus vous semblez incertain. Plus vous leur lancez de mots, plus vous leur cédez de pouvoir. Soudain, il ne s'agit plus de votre décision. Il s'agit de leur interprétation. Vous avez perdu le contrôle du cadre. Vous ne dirigez plus le moment, vous y réagissez. Et les gens ressentent ce changement, même s'ils ne disent rien. La confiance s'effrite. Le doute entre dans la pièce. Et en un instant, vous avez rendu votre vérité négociable. Les stoïciens nous rappelleraient que tout ne nécessite pas une défense. Marc Aurèle a écrit « Ne perds plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. » Son propos était simple. Agissez avec clarté, puis passez à autre chose. Si vous savez que vos motifs sont purs et que votre décision est fondée sur des principes ou la logique, pourquoi diluer cette force avec des explications excessives? Les gens qui sont centrés ne se précipitent pas pour prouver leur valeur. Ils comprennent que tout le monde ne les comprendra pas, et c'est bien ainsi. L'important n'est pas de convaincre la pièce. L'important est de rester ancré dans son propre raisonnement. Carl Jung a dit un jour « L'homme sain ne torture pas les autres. En général, ce sont les torturés qui deviennent des tortionnaires. » Souvent, ceux qui vous pressent de vous expliquer ne cherchent pas la clarté. Ils cherchent le contrôle. Ils veulent vous faire douter de vous-même afin de se sentir plus sûrs de leur propre vision du monde. Cette pression à s'expliquer peut se déguiser en inquiétude ou en curiosité, mais en dessous, il y a généralement une tentative subtile d'ébranler vos fondations. Et si votre premier instinct est d'expliquer, encore et encore, alors vous êtes déjà entré dans leur jeu. Vous jouez maintenant un rôle pour eux au lieu de vous tenir dans votre vérité. Il y a un pouvoir dans la retenue. Lorsque quelqu'un vous pousse à vous expliquer et que vous répondez simplement « C'est ainsi que j'ai choisi de le faire », ou même avec un haussement d'épaule calme, vous maintenez le cadre. Vous communiquez que vous n'avez pas peur d'être mal compris. Et étrangement, ce refus calme de se surjustifier incite les gens à se pencher. Ils veulent en savoir plus. Ils rejouent la scène dans leur tête. Ils se demandent ce que vous pensez. Parce que le mystère est magnétique. Plus vous en gardez, plus les autres sont attirés. Vous n'avez pas besoin de leur donner une carte complète de votre raisonnement. Vous avez juste besoin de suivre votre chemin comme si vous saviez exactement où vous allez. Sénèque a dit « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. » Dans ce contexte, cela signifie de ne pas refléter l'énergie de quelqu'un qui essaie de vous déstabiliser. S'ils vous abordent avec des questions rapides, des accusations ou de l'incrédulité, ne leur répondez pas avec la panique. N'essayez pas de noyer leurs doutes sous un flot de paroles. Cela ne fait que vous enfermer dans une boucle où vous réagissez à chacun de leurs mouvements. Au lieu de cela, ralentissez. Restez calme. Laissez votre immobilité être l'obstacle auquel ils doivent se confronter.
Lorsque vous cessez d'essayer d'être compris, vous forcez les autres à confronter leurs propres suppositions. Et souvent, c'est bien plus percutant que n'importe quelle explication que vous pourriez offrir. Bien sûr, il y a des moments où la communication est importante, où la clarté est nécessaire, mais c'est différent de défendre chacun de vos gestes comme si vous étiez en procès. La différence, c'est l'intention. Partagez-vous pour apporter la compréhension ou parce que vous avez peur du jugement? Offrez-vous un éclairage ou essayez-vous de gagner l'approbation? La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils s'expliquent juste pour se sentir en sécurité, pour éviter l'inconfort d'être mal compris. Mais voici la vérité inconfortable. Être mal compris n'est pas une menace. Cela fait partie de la condition humaine. Et essayer de contrôler la façon dont les autres vous voient est un jeu que vous ne gagnerez jamais. Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Cela inclut de changer la façon dont nous réagissons à la pression. Comment nous répondons lorsque quelqu'un tente de contester nos choix. Au lieu de nous démener pour expliquer, nous pouvons apprendre à faire une pause, à croire que ce que nous sommes et ce que nous défendons n'a pas besoin d'être défendu chaque fois que c'est remis en question. Ce type de stabilité interne ne protège pas seulement votre paix, il transforme la façon dont les autres vous traitent. Vous n'avez pas à raconter toute votre histoire à tous ceux qui la demandent. Vous n'avez pas à décortiquer chacun de vos gestes pour l'approbation publique. Parfois, la phrase la plus puissante est celle que vous ne dites pas. La réponse calme, le haussement d'épaule, le silence qui dit « Je suis en paix avec mon choix », que vous le compreniez ou non. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. C'est la voie stoïcienne. Laissez les autres courir après la clarté. Vous, tenez la ligne. Huitièmement, ne montrez pas d'amertume face au rejet. Le rejet ne vient pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, c'est un moment silencieux, un message laissé sans réponse, une invitation qui n'est jamais arrivée, une porte qui se ferme doucement quand personne ne regarde. Et peu importe à quel point nous essayons d'être mûrs ou ancrés, ça pique. Non pas parce que nous avons besoin d'approbation, mais parce qu'au fond, nous voulons tous être vus, choisis, valorisés. C'est humain. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas le rejet lui-même, c'est ce que vous faites ensuite. Le laissez-vous vous endurcir? Le laissez-vous se tordre en amertume et en sarcasme? Ou vous relevez-vous, stable et inébranlable, choisissant la grâce plutôt que la réaction? La vérité, c'est que la façon dont nous répondons au fait d'être ignorés en dit plus sur nous que le rejet lui-même. Lorsque vous répondez avec froideur ou mesquinerie, cela peut sembler être une démonstration de pouvoir sur le moment, mais ce que vous faites en réalité, c'est confirmer votre blessure. Vous signalez « Cela m'a atteint » et cela donne à l'autre personne ou à la situation un pouvoir qu'elle ne mérite pas. Les stoïciens étaient clairs à ce sujet. Marc Aurèle a dit « Choisis de ne pas être blessé et tu ne te sentiras pas blessé. Ne te sens pas blessé et tu ne l'as pas été. » Il ne niait pas que le rejet fait mal. Il nous rappelait que la douleur devient souffrance lorsque nous nous y accrochons, la rejouons ou la mettons en scène pour que les autres la voient. Carl Jung a offert une perspective similaire d'un point de vue psychologique en disant « Ce à quoi vous résistez persiste. » Cette amertume que nous essayons de cacher, elle se manifeste quand même, dans notre ton, notre posture, nos mots. Elle transparaît lorsque nous parlons des gens qui nous ont ignorés ou lorsque nous prétendons ne pas nous en soucier, tout en continuant d'en parler. Plus nous résistons aux sentiments, plus il a de pouvoir sur nous. Mais si nous pouvons accueillir le rejet avec un détachement tranquille, nous reprenons ce pouvoir. Non pas en prétendant ne rien ressentir, mais en choisissant de ne pas le mettre en scène, en nous autorisant à le traiter en privé,
puis à avancer avec intention. Il y a une certaine force chez la personne qui peut être négligée et continuer à marcher avec dignité. Non pas pour prouver quelque chose, non pas pour manipuler le récit, mais parce qu'elle croit sincèrement que le rejet n'est pas la fin de son histoire. C'est juste une redirection, une clarification. Quand quelqu'un ne vous choisit pas, que ce soit en amitié, pour une opportunité ou en amour, il ne définit pas votre valeur. Il révèle simplement ses préférences, et cela en dit plus sur lui que sur vous. Sénèque a écrit « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en désire plus qui est pauvre. » Cela s'applique aussi à l'attention et à la validation. Désirer la reconnaissance, courir après une explication, ou essayer de faire en sorte que quelqu'un regrette de vous avoir rejeté, c'est le manque. C'est s'accrocher. Mais lorsque vous lâchez prise sans amertume, lorsque vous partez avec votre paix intacte, vous devenez rare. Et les gens le remarquent. Peut-être pas immédiatement, mais finalement, ils ressentent l'absence de votre énergie. Et parce que vous n'avez pas essayé de prouver votre valeur, ils commencent à se demander s'ils n'ont pas manqué quelque chose de précieux. C'est la puissance tranquille du détachement. Il crée la curiosité là où le désespoir aurait repoussé les gens. Mais voici le piège. Rien de tout cela ne fonctionne si ce n'est qu'une tactique. On ne peut pas feindre la grâce. On ne peut pas prétendre à être indifférent tout en s'accrochant secrètement au ressentiment. La véritable immobilité vient de l'acceptation sincère que tout ou tout le monde n'est pas destiné à faire partie de votre chemin. Et c'est bien ainsi. En fait, c'est nécessaire. Les stoïciens croyaient que l'univers était guidé par la raison, que les choses arrivent comme elles le doivent. Et notre travail est de nous aligner sur ce flux, pas de lui résister. Épictète disait « N'exige pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ta vie se déroulera sans heurte. » Cet état d'esprit n'élimine pas la déception, mais il vous rend plus résilient, plus fluide, moins contrôlé par qui vous choisit et plus ancré en qui vous avez choisi de devenir. Le rejet, quand on y pense vraiment, n'est qu'une information. Il vous dit ce qui n'est pas fait pour vous. Il libère de l'espace pour ce qui l'est. Et souvent, il vous sauve de quelque chose qui n'aurait pas soutenu votre croissance. Mais cette clarté ne vient que lorsque vous vous détachez du bruit émotionnel, de la partie de vous qui veut expliquer, prouver, être vue. Au lieu de cela, laissez votre absence parler. Laissez votre silence faire la déclaration. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous êtes passé à autre chose. Agissez simplement différemment. Concentrez-vous sur votre art. Investissez votre énergie là où il y a réciprocité. Soyez si ancré dans votre valeur que la perte n'est pas la vôtre, c'est la leur. Neuvièmement, ne critiquez pas publiquement ceux qui sont au-dessus de vous. Il y a une certaine tentation qui apparaît quand quelqu'un en position de pouvoir se trompe, quand il est négligent, malhonnête, ou simplement déconnecté de la réalité. Vous percevez les failles dans leur caractère, l'incohérence de leurs paroles, le poids de leur influence mal employée. Il est alors facile de se dire que quelqu'un devrait réagir, peut-être même de penser « je vais le dire haut et fort ». Cela semble noble, courageux. S'opposer au pouvoir est-il toujours la bonne chose à faire? En pratique, c'est plus complexe. Dire la vérité trop tôt, trop publiquement, ou avec trop d'émotion peut coûter plus cher que ce que l'on y gagne. Vous avez peut-être raison. Vous êtes peut-être honnête. Mais si l'auditoire n'est pas prêt à l'entendre, il ne verra pas votre bravoure. Il y verra de l'amertume. Et voilà comment votre message se perd, enseveli sous l'ombre de votre manière de le délivrer. Les stoïciens n'étaient pas étrangers à l'injustice.
Il vivait à une époque où les empereurs pouvaient ôter la vie d'un simple geste, où l'opinion publique pouvait basculer en une nuit. Et pourtant, ils faisaient preuve d'une retenue remarquable dans leur jugement. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. » En d'autres termes, ne laissez pas l'abus de pouvoir d'un autre vous pousser à abuser de votre propre voix. Réagir sous le coup de l'ego ou d'un orgueil blessé ne fait qu'ajouter du bruit dans un espace qui manque déjà de clarté. Et la critique publique, surtout envers quelqu'un de plus haut placé, est rarement une simple question de vérité. C'est une question de timing, de levier et de contrôle. Carl Jung a dit un jour « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à l'obscurité des autres. » Cette phrase frappe fort lorsque nous voulons dénoncer quelqu'un. Elle nous rappelle de faire une pause et de regarder à l'intérieur de nous. Est-ce que nous pointons du doigt parce que nous sommes centrés ou parce que nous sommes touchés dans notre ego? Car lorsque votre critique vient d'une émotion non résolue, peu importe sa justesse, elle sera toujours perçue comme personnelle. Et les attaques personnelles, surtout contre des personnes en position de pouvoir, ont tendance à se retourner contre vous. Non pas parce que la cible est irréprochable, mais parce que les gens respectent davantage le sang-froid que la confrontation. Il y a aussi la question du gain. Quel est le résultat que vous espérez réellement? Un changement de comportement? Une prise de conscience collective? La réparation d'une injustice? Ce sont des objectifs louables, mais ils découlent rarement d'une seule explosion de colère. Ils naissent d'une clarté durable, d'une stratégie et d'une influence gagnée avec le temps. Lorsque vous critiquez quelqu'un publiquement, surtout quelqu'un qui a plus de statut, ce que vous dites devient moins important que la manière dont vous le dites. Et dès que le public détecte de l'amertume ou du sarcasme, il cesse d'écouter votre message et commence à juger votre caractère. C'est là que réside le risque. Non seulement ne pas être entendu, mais être mal compris. Attendre ne signifie pas que vous avez peur. Cela signifie que vous comprenez la valeur de la patience. Lorsque les regards sont tournés vers vous, que la confiance est fragile et que le pouvoir est en jeu, ce que vous ne dites pas peut être encore plus puissant que ce que vous dites. Laissez les autres consumer leur énergie à pointer du doigt trop tôt. Laissez-les combattre des ombres pendant que vous rassemblez la lumière. Et lorsque la vérité éclatera enfin au grand jour, lorsque les autres verront ce que vous aviez vu depuis le début, vous n'aurez pas besoin de crier. Vous parlerez simplement et les gens écouteront, car votre silence aura donné du poids à vos mots. Il ne s'agit pas d'être passif. Il s'agit d'être précis. La nuance est de taille. Vous n'évitez pas la vérité. Vous choisissez le moment où il est le plus efficace de la dire. Les stoïciens appelleraient cela la discipline. Les esprits modernes parleraient d'intelligence émotionnelle. Dans tous les cas, c'est la capacité de retenir son feu sans le jeter, d'observer sans se laisser entraîner. Et ce genre de sang-froid ne fait pas que vous protéger, il vous confère une influence silencieuse. Avec le temps, les gens remarqueront que vous n'attaquez pas. Vous agissez avec intention. Vous ne créez pas de drame, vous l'étudiez. Vous ne parlez pas pour être entendu, vous parlez pour qu'on se souvienne de vous. Dans un monde qui vous pousse sans cesse à réagir, à prouver, à vous mettre en scène, souvenez-vous de ceci. La présence la plus forte est celle qui n'a pas besoin de crier. Le vrai pouvoir est discret. Il est calme. Il est profondément enraciné dans ce que vous êtes, pas dans ce que les autres pensent de vous. Alors, protégez votre énergie, agissez avec intention et laissez votre silence porter le poids que vos mots n'ont pas besoin de porter. Si vous avez trouvé un écho dans ce message, il y a plus à découvrir. Regardez l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Ce pourrait bien être la prochaine parcelle de sagesse dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Merci d'être ici et de faire partie du journal stoïcien, là où la force commence à l'intérieur.